municipal que je vais vous lire. Donc c'est une lettre qui est datée du 7 février 2022, en recommandé avec accusé de réception. Monsieur le maire, membre du conseil municipal de Nernier depuis les élections en mars 2020, je souhaite aujourd'hui me retirer de cette fonction. Ma démission est motivée par la raison suivante: indisponibilité due à de nouveaux impératifs administratifs, aux démarches lourdes et d'une reprise de travail à temps 100%. Par conséquent, je vous adresse par la présente ma démission du conseil municipal à compter de la réception de cette lettre. Je vous remercie de bien vouloir transmettre une copie de cette lettre au préfet conformément à l'article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales. Je souhaite à l'équipe administrative et municipale en place de réussir la réalisation de projets qui amélioreront la qualité de vie des Néroniens dans un climat général que j'espère le plus bénéfique possible. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de mes respectueuses salutations, signé Mélissa Ardito Delgado. Voilà, donc courrier dont j'ai accusé réception immédiatement. Donc Bachetol Matteo a donné pouvoir à Geneviève Gras, Bamberger Jérôme présent, Berthier Marie-Pierre présente, Fredon Michel présent, Grace Geneviève présente, Grillon Laurent présent. Monin Sophie a donné pouvoir à Gunilla, qui a oublié de vous le transmettre. Ouais, je viens de vous transmettre. Vous allez le prendre. Ouais. Karin Part, Gunilla présente, et Vidal Thierry présent. Donc le quorum étant atteint, je déclare cette séance du conseil municipal ouverte. Donc on va désigner un secrétaire de séance. Marie-Pierre est volontaire. Merci. Et donc le point suivant à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du 6 décembre 2021, dont vous avez tous reçu une copie. Est-ce que vous avez des observations, des questions, des réactions? Donc le silence règne, on va procéder à l'approbation du procès verbal. Opposition, abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Délégation du conseil municipal consentie. S'il vous plaît. Pardon. Oui. Je voudrais juste faire une petite remarque, une demande, si possible. Je voudrais faire l'ajout dans le procès verbal de la dernière séance de mon intervention concernant l'élection du maire. Un petit commentaire que j'ai fait, si on peut le rajouter en procès verbal. C'est un saut ou on cite simplement que tu as fait une intervention? Non, c'est-à-dire que mot par mot, quoi. Personnellement, ça ne me gêne pas, mais il faut passer le texte par contre Si ça pose pas de secrétariat. Je transmettrai le texte. Vous êtes d'accord? Moyennant cet ajout, C'est bien. C'est qu'on a voté. On a voté. Ah oui. Avant? Non, mais il s'agit du PV De la dernière séance de nomination. Ah, celle du 6 décembre. Oui, pas celui du 6 décembre. Ah oui. Ok. Ok. D'accord. Fait. Par contre, fais passer ton texte au secrétariat. Merci. Je vous remercie. Très bien. Point suivant, l'ordre du jour, donc délégation consentie au maire en vertu d'article L 2122-22. Délégation consentie au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc ce sont globalement des délégations qui avaient été consenties précédemment à Marie-Pierre Berthier et qui permettent une bonne administration du conseil municipal. Est-ce que vous avez des réactions, des observations sur ce projet de délibération? Oui, justement par rapport à cette délégation, donc on a vu en fait que c'est une copie conforme de la délégation attribuée à Madame Berthier lors des précédentes mandatures, et étant ancienne élue, au même titre que Laurent Grillon, Jérôme Bamberger, etc., nous avions constaté d'expérience que cette délégation de compétences était très importante, voire trop importante pour une seule personne, et ça
conduisait inévitablement à une gestion, on va dire, unilatérale des dossiers et à un manque d'informations récurrent. Donc, nous nous étions posé la question à l'époque, et je pense que Christian, tu t'en souviens comme Gunilla, de savoir s'il n'était pas nécessaire de réviser la délégation de ses pouvoirs pour rétablir un équilibre entre la responsabilité du maire et la responsabilité du conseil, sachant que vous étiez posé la question au moment donné afin de canaliser Madame Berthier, maire de l'époque. Donc la question, elle se repose aujourd'hui de la répartition des pouvoirs entre le maire et le conseil municipal et le risque de se retrouver face à une situation où le conseil sera une chambre de validation comme ça l'a été par le passé. Bien, je ne me souviens plus exactement la teneur de nos discussions à l'époque. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe municipale, nous sommes quasiment à mi-mandat. On a perdu beaucoup de temps sur le début de ce mandat. Donc, moi, je propose qu'on reconduise ces mêmes délégations dans l'objectif d'accélérer la dynamique qui a été engagée il y a un peu plus d'un an. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, Marie-Pierre? Il me semble que je dois intervenir. Est-ce que je dois chaque fois éteindre ou pas? Marie-Pierre. Voilà, juste pour dire que cette délégation, elle ne tombe pas du ciel, on n'invente pas un herbier pour le plaisir d'asseoir le maire sur un trône. C'est une délégation qui existe dans pratiquement toutes les communes. Elle joue de manière plus importante dans des communes plus importantes, en termes notamment démographiques. Donc je pense que là, il faut raison garder. Et je voudrais quand même rappeler quelque chose, puisque je suis encore mis en cause là-dessus, je pense que ça durera encore des mois. Tout est transparent dans une mairie, à condition de bien vouloir venir, prendre les dossiers, les regarder, s'y intéresser. Et toutes les décisions prises par le maire dans le cadre de cette délégation vous est complètement accessible à tous les élus, je dis bien à tous les élus. C'est la transparence la plus absolue de la démocratie. Et chacun doit bien en avoir conscience ici que si on veut s'intéresser au sujet, on peut le faire en toute transparence. Et si le maire modifie l'affectation des propriétés communales, eh bien de toute façon, il en rend compte au prochain conseil municipal, déjà, hein, et puis le dossier, il est déposé à la mairie, il n'y a aucun problème. Donc il faudra arrêter avec cette obsession d'une gestion non transparente dans une commune comme Dernier, parce que ça devient vraiment obsessionnel, et ça n'existe pas. Mais c'est un effort de chacun, hein, chacun doit y aller. Sinon, ben c'est vrai, on n'est pas obligé non plus de regarder tous les dossiers, c'est comme ça, comme les élus veulent. Alors je voudrais bien le rappeler, que ça soit bien clair là-dessus, et que c'est une délégation qui existe partout dans toutes les communes, sinon vous ferez des conseils municipaux, monsieur le maire, tous les 2 jours. Merci Marie-Pierre, sans parler du travail fait en commission également. Geneviève. Alors, en réponse à ce que dit Madame Berthier, par le passé, nous avons effectivement entendu à maintes reprises que tous les dossiers sont à disposition. Le souci, c'est qu'en principe, dans une collaboration transparente, l'élu n'a pas à aller réclamer de chercher l'information à la mairie, mais le maire doit avoir le réflexe de communiquer des informations, des points de situation réguliers sur les dossiers aux élus. Ça n'a pas été le cas et on a même rencontré parfois des difficultés à accéder à certains dossiers par peur de fuite, alors qu'il n'est pas question, avec la responsabilité que nous avons aujourd'hui, de trahir une confidentialité. Donc je pense que là, il y aura vraiment un travail à faire sur la notion d'échange d'informations. Ce n'est pas que l'élu aille chercher des informations et qu'il les reçoive sans difficulté, oui, mais la réciproque est aussi valable, à savoir que dans chaque session, on doit avoir un point de situation sans avoir à le réclamer.
Enfin, le dernier, c'est demandé, c'est tout. Voilà. Merci. Gunilla. Non, j'aimerais beaucoup qu'on arrête de parler d'un mandature précédente et qu'on se concentre aujourd'hui sur ce qui a été fait depuis l'élection d'octobre 2020. Pour moi, c'est ça qui compte et le reste, on oublie. On ne peut pas rester coincé avec de l'amertume et de reproches en éternité. Ça ne peut pas marcher comme ça. En tout cas, pas pour moi. Voilà, merci. Une autre intervention? Non. On va passer au vote. Opposition. 2. Abstention. Pour. 3, pardon. Ah, tiens. Oui, oui. Allez. 3 contre, 0 abstention et 7 pour. Point suivant de l'ordre du jour, la détermination des indemnités de fonction des adjoints. Donc je propose que l'on applique le taux maximal qui est applicable dans les communes de moins de 500 habitants, à savoir 9,9%, ce qui représente, pour information, une indemnité brute pour chaque adjoint de 385,05 €, soit 333,07 € net. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette question? Oui, Geneviève. Alors, au risque de fortement agacer Gunilla, de se souvenir de ce qui s'est passé dans les mandatures précédentes a au moins l'avantage parfois de tirer des leçons. Donc, juste par rapport aux indemnités, on s'était posé la question dans la mandature précédente de savoir, notamment au niveau de l'indemnité des maires, il est cité dans le tableau que vous nous avez remis, les maires bénéficient à titre automatique et sans délibération d'indemnités de fonction fixées selon le barème, etc. Il faut aussi préciser que le maire, s'il le souhaite, peut demander une indemnité inférieure, ne serait-ce que pour soutenir le budget communal. Donc c'est une question qu'on s'était posée à l'époque et qu'on repose aujourd'hui. Est-ce que le nouveau maire, toi Christian en l'occurrence, est disposé à faire un geste pour soutenir le budget communal ou pas? Ça, c'était la première question. Et puisqu'on va faire tout le lot quant aux adjoints, lors de la mandature où Jérôme, Laurent et moi étions adjoints, nous avons volontairement demandé une indemnité inférieure à celle pratiquée, sachant qu'en fait, nous n'en avions pas besoin pour vivre. Donc tout ça en vue de soutenir le budget. Donc je pose également la question de savoir si les adjoints sont prêts à disposer à faire le même effort pour cette mandature. Très clairement, ni les adjoints ni moi-même n'avons besoin de l'indemnité pour assurer notre subsistance. Par contre, cela relève, pour ce que je considère, des mesures démagogiques. Ce n'est pas 100 € de remise sur une indemnité mensuelle qui va permettre d'abonder le budget. Donc ma proposition, c'est que le maire ait droit au taux de 25,5% et non pas de 21% comme c'était le cas sur la précédente mandature, parce que Marie-Pierre avait consenti une réfaction de son indemnité de manière à permettre à Michel Fredon d'avoir une indemnité en tant que conseiller délégué. Et pour ce qui concerne des adjoints, je tiens à ce qu'ils touchent entre guillemets le maximum. Ça correspond à une centaine d'euros d'écart, parce que je souhaite des adjoints qui soient au travail et pleinement au travail. Et je considère que ça ne compense même pas les frais qu'ils engagent, parce qu'ils sont souvent en déplacement, notamment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, on va passer au vote. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Qui est pour? 7. Merci. Point suivant de l'ordre du jour. Constitution et composition des commissions communales.
permanente. Donc, je vous propose de constituer 5 commissions sensiblement différentes à celles qu'elles étaient précédemment. La majorité ayant 7 élus et l'opposition 3 suite à la démission de Mélissa, je vous propose que la majorité tienne 70% des postes et l'opposition 30%, sur une base de 6 membres maximum par commission, donc 4 maximum pour la majorité et 2 pour l'opposition. Donc ce qu'on vous propose, c'est 5 commissions. Une commission finance, ressources humaines, affaires scolaires. Elle diffère légèrement du projet que vous avez reçu en préalable de ce conseil. Une commission urbanisme, logement, environnement. Une commission culture, événements culturels, patrimoine. Une commission port, commerce, sécurité, non plus tourisme dans le projet que je vous avais transmis. Et on vous propose de rattacher le tourisme à la dernière commission, qui est sport, tourisme, animation. Donc, que la santé? Non. On considère que la santé, ça va avec le sport. Qu'est-ce que s'entendait par santé? C'est une question que je vous pose. En fait, santé, on était sur une thématique sport, santé, nature, en termes d'activités sportives liées à la santé et à la nature. Et on met tout ça sous la rubrique, le terme générique de sport, en fait. Pour ne pas avoir des noms à rallonge au niveau des commissions. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir déjà sur la composition des commissions, sur ces 5 commissions, avec leur libellé, donc de manière implicite, leurs attributions? Disons, de manière générale, le choix des thèmes, bon, il y a évidemment une cohérence entre les thèmes choisis par commission, ça va de soi. Le seul souci que nous avions rencontré, c'est que les commissions précédentes, en fait, englobaient beaucoup de domaines. Et selon le proverbe qui embrasse trop mal étreint, nous avions été obligés de rectifier à un moment donné l'angle parce que chaque commission avait trop de thèmes à gérer, du fait que les thèmes ils sont lourds aussi, n'est-ce pas? Donc c'était un peu, par exemple, la question urbanisme, logement, environnement, qui constitue quand même un gros morceau, notamment en termes d'environnement, si on veut aller vraiment donner une impulsion à l'environnement dans cette commune. Et on voit qu'urbanisme et logement prend aussi beaucoup de temps. Donc là, je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas se donner un temps d'essai, réfléchir et voir peut-être à une modification en vue de la charge de travail de chaque thème? Quand on dit environnement, on est sur des mesures environnementales qui sont très développement durable, mais à une échelle macro. Il ne s'agit pas dans cette commission de planter des arbres à côté d'arbres existants ou d'implanter des ruches comme on a pu le faire précédemment. C'est l'environnement lié à la planification urbaine et aux enjeux environnementaux à l'échelle communale. Les discussions qu'on peut avoir par exemple avec le conservatoire du littoral. Voilà, on ne sera pas sur des mesurettes environnementales. Si on prend un dossier qui a une connotation environnementale, par exemple le dossier de l'éclairage public, il ne sera pas traité dans cette commission. Ça fera l'objet d'un groupe de travail ad hoc. Voilà, on est plus sur la planification de l'aménagement, les enjeux de développement durable à l'échelle du territoire communal, que sur des mesures très, très ponctuelles. Deux questions. En ce qui concerne l'environnement, là on a un dossier qui concerne les zones humides. Il y a tout un travail qui se fait sur les zones humides. Est-ce qu'il sera impliqué, est-ce qu'il sera inclus dans ce groupe, dans cette commission-là, ou dans un groupe de travail?
on pourra imaginer un groupe de travail, mais une zone humide, elle est d'abord caractérisée par un zonage, que ce soit un zonage dans un PLUI, un SCOT, ou le SRADET, qui est un document des corridors verts et bleus à l'échelle régionale. Ce qui est la restauration de la zone humide en tant que telle, qui plus est sur un foncier qui est purement privé, bah, il faut qu'on le traite avec le propriétaire, éventuellement dans un groupe de travail. Ce qu'on souhaite sur ce mandat, c'est vraiment se recentrer sur les compétences de la commune, en fait. Quand on parle de logement, ces logements du point de vue communal. La compétence logement, elle est plutôt à l'agglo. Donc quand on parle de logement, c'est quel discours notre représentant à Thonon Agglomération va porter. Et si la commune gère des logements communaux, que ce soit les logements d'anciennes postes ou demain les logements sociaux, voilà comment on peut gérer, attribuer ces logements. On est vraiment recentré sur nos compétences. Alors, vous pouvez intervenir. Vous souhaitez intervenir ? Oui. Une petite question. Est-ce qu'on peut préciser les règles concernant la participation d'un élu à une commission dont il n'est pas membre? L'élu participe à sa demande, mais il n'est pas censé intervenir, prendre la parole dans la commission. Très bien. Bon, après, on n'est pas ultra fermé non plus. Oui, parce qu'à ce propos, en fait, j'ai vécu personnellement pour remplacer Laurent dans une commission POR notamment. Il s'est avéré qu'un sujet qui avait été porté non seulement m'interpellait, mais en fait j'avais des informations à communiquer. Donc là, en tant qu'auditrice, j'ai tout de même demandé la permission de m'exprimer pour aider au débat. Et donc, il serait peut-être pas inutile d'accorder le droit d'expression aux invités, tout en sachant de toute façon qu'ils ne vont pas voter puisqu'ils ne sont pas membres de la commission, on est bien d'accord. On t'avait donné le passe sans aucun problème d'intervenir, c'était même pas permis. Jérôme, micro. Je disais qu'on t'avait donné sans problème Oui. La possibilité d'intervenir et d'apporter des éléments. Voilà, donc en fait, l'avantage d'entériner la chose, c'est que ça éviterait des débats stériles dans d'autres commissions. Mais si on veut éviter les débats stériles, sortez de votre opposition non constructive et rejoignez la majorité et vous aurez toute votre place. Et encore une fois, on vous tend la main, venez nous rejoindre et vous avez plein de choses à nous apporter et il n'y aura pas de souci. Notre opposition est très constructive, tout en étant en opposition, nous sommes là aussi pour travailler. Donc il n'y a pas lieu de se rallier à qui que ce soit pour travailler au quotidien. Je vais poser une autre question. Je vois qu'il n'y a pas de commission de travaux. Donc, je vais poser la question dans quelle commission est prise en compte les travaux. Je parle des petits travaux, des petits chantiers, des projets structurants pour les plus gros chantiers, les chantiers les plus importants. Donc, pour les travaux, on ne souhaite pas créer de commission ad hoc. En dehors des projets structurants, il n'y a pas forcément lieu de multiplier les groupes de travail. Sur les projets structurants, par contre, comme on a pu le faire sur la capitainerie, bien évidemment, je pense au parking, on mettra en place, quand on est groupe de travail, on ne va pas faire des réunions sur des non-sujets en fait. On fera quelques réunions sur des points d'arrêt ou des points critiques pour qu'on prenne ensemble les bonnes décisions. Voilà, mais ce qu'on souhaite vraiment, encore une fois, on est à mi-mandat, c'est maintenant accélérer les dossiers et mener notre projet politique de manière efficace d'ici 2026. Bien, si plus personne ne demande la parole, donc on va appeler les candidatures. Pour gagner du temps, je vais vous faire part des candidatures de la majorité.
Donc à la commission Finances, Ressources Humaines, Affaires Scolaires, Marie-Pierre Berthier, Jérôme Bamberger, Michel Frodon, Gunilla Scarinpart. Pour vous, Pour nous, moi-même et Mathéo. vous notez Finance. On essaiera de faire un vote à main levée à la fin, si vous êtes d'accord. Urbanisme, logement, environnement, Jérôme Bamberger, Marie-Pierre Berthier, Michel Frodon, Gunilla Scarinpart. Je rappelle que le maire est membre de droit de toutes les commissions. Et ce que je souhaite, c'est continuer à animer cette commission-là, notamment pour les enjeux de pour vous. Laurent et moi. Laurent et Geneviève. Culture, événements culturels, patrimoine. Gunilla Scarinpart, Michel Frodon, Sophie Monin, Thierry Vidal. Pour vous, Personne. personne. Port, commerce et sécurité, donc. Michel Frodon, Jérôme Bamberger, Sophie Monin, Thierry Vidal. Geneviève et Laurent. Personne. Personne non plus. Sport, tourisme, animation. Thierry Vidal, Marie-Pierre Berthier, Gunilla Scarinpart, Michel Frodon. Personne. Personne non plus. Donc je vous propose un vote à main levée. En ce qui vous concerne, est-ce que vous votez, comment vous votez pour les membres de la majorité? Favorablement? Oui, bien sûr. Bon, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité? Merci. Ensuite, élection des membres des commissions, appel d'offres, marché à procédure adaptée et délégation de services. Donc on vous propose globalement de reconduire les titulaires et suppléants qui avaient été désignés lors de la précédente, c'est-à-dire mandature. Donc j'ai plus accès à mes trucs. Voilà. Donc on n'a toujours pas de réseau dans cette salle. Non, est-ce que quelqu'un a la composition? Attends, tu l'as peut-être pas la télé, non? Je regarde si j'ai sur mon... C'est la MAPA, hein, c'est ça? Oui, c'est la CAO MAPA principalement. Alors, Donc moi j'en sors puisque je suis membre de droit. et moi j'en sors aussi. Ah, Et Laurent se propose de me remplacer, en fait, on switch. Alors, peut-être, les titulaires, ouais, tu les as en tête? Jérôme, Oui, Berthier oui. et Landrian. D'accord. En remplacement de Geneviève. Et les suppléants, on avait Gunilla. Michel, et c'est qui là? Ben, ce sera moi, bien sûr. Toi aussi? voilà. On se Allez. perd, Oui. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est l'élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Donc, est-ce que pour la majorité, on avait prévu Marie-Pierre, Gunilla, Michel, Sophie. Oui, Sophie, oui. On a 4 membres. Sophie, absolument. Donc on a 4 membres parmi les élus. Et moi pour l'opposition. Donc on a 4 membres, on a 4 membres C'est de très la ennuyeux. majorité qui se C'est très présentent. ennuyeux. Il faudrait tout de même que l'opposition, aussi petite soit-elle,
puisse être présenté dans une commission. Surtout le CCRS. Ouais. Quoi surtout? Tout est important. Parce que C'est c'est important. le micro parce que je pense qu'on doit. Pour moi, le CCRS est important. Je sais pas si c'est plus que d'autres commissions. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir là-dessus? Donc on passe au vote. Je tiens y participer. Bien. Est-ce qu'un candidat de majorité se retire? Ce serait regrettable quand même que l'opposition soit mise de côté au niveau du centre communal d'action sociale. Est-ce qu'un membre de la majorité se retire? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Opposition pour l'élection des 4 membres de la majorité. Ah oui, Oui. je propose. Abstention. Pour. Merci. Je trouve ça quand même pas normal, je regrette, je dis haut et fort, c'est quand même pas normal qu'un membre de l'opposition représente quand même un certain nombre d'élus amérindiens, d'habitants amérindiens, et je trouve qu'on ne soit pas membre de cette commission, je trouve ça très regrettable. Et je vous remercie quand même de votre délicatesse de ce côté-là. Point suivant de l'ordre du jour. Donc c'est l'attribution et la signature du lot 1 du marché de travaux capitainerie, qui est le lot terrassement et fondation spéciale, que l'on vous propose d'approuver ce soir, compte tenu du fait que la commission MAPA a été reconstituée aujourd'hui. Le marché qu'on souhaite attribuer de manière à ne pas perdre les subventions qui nous ont été allouées et qui, je vous le rappelle, atteignent près de 75% du montant des travaux. Donc on a reçu le rapport du maître d'œuvre que je vous propose de parcourir rapidement. Donc c'est son rapport d'analyse des offres. Donc il s'agit du lot 1, comme je l'ai indiqué, terrassement VRD enrobé paysage. On a des pondérations qui sont 60% sur le prix et 40% sur la valeur technique. Valeur technique étant répartie de la manière suivante: 25% des 40 donc sur la qualité de moyens humains et matériels affectés au chantier, 50% des 40% qualité de la méthodologie générale de la réalisation des travaux, et 25% sur la limitation des impacts environnementaux et sociétaux. Voilà, je passe assez rapidement. Si vous avez des questions, des demandes de précision, vous n'hésiterez pas à me les poser. On a 2 entreprises qui ont répondu, Bell et Morand et MCM. Une estimation prévisionnelle n'a pas été communiquée aux candidats, qui était de 178 664,80 €. Et donc des propositions, Bell et Morand, après correction, puisqu'il y avait quelques erreurs dans son dossier d'offre, à 165 113,10 €, donc 7,58% en dessous de l'estimation, et MCM 27,67% au-dessus de l'estimation à 228 085,69 €. Voilà, on a tout un rapport qu'on laisse à votre disposition si vous souhaitez le consulter sur la valeur technique. Ce sont 2 entreprises locales qu'on connaît, qui ont pignon sur rue, des entreprises qui ont un certain nombre de décennies d'expérience derrière elles. Sur la note technique, Bell et Morand a obtenu 23 points,
MCN 35,5. Les Morand ayant remis un mémoire technique qui était plus détaillé, MCN pardon, par rapport à Dali Morand. On avait 3 options sur l'éclairage public, 2 options avec des candélabres et une option vers laquelle on a orienté le maître d'œuvre qui était plutôt des bornes de 0,90 cm de haut, qui présentait un impact moins important sur l'environnement. On a négocié avec les 2 candidats qui ont remis une offre. Et au final, je passe rapidement, mais encore une fois, on tient le rapport d'analyse des offres à votre disposition. On vous propose de retenir Bell et Morand, qui avec une moins bonne note technique 23 a un prix qui permet de faire la différence, puisqu'il est le moins 10 ans. On propose de classer en numéro 1 IMCM, qui a une meilleure note technique grâce à un mémoire plus fouillé, on va dire, et un prix qui est relativement élevé, une suite d'estimation qui est classée en numéro 2. Voilà. Donc on vous propose d'attribuer le marché avec ce qu'on appelle l'option 3, donc plutôt les bornes que des candélabres, à l'entreprise Bell et Morand pour un montant hors taxe de 175 830,30 €, soit 210 996,36 € TTC, pour une estimation qui était, je le rappelle, en hors taxe, à l'option 3, de 187 814,80 €. Donc 12 000 € en dessous de l'estimation hors taxe. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision? Le rapport fait 11 pages sans les années. Une remarque, c'est que nous découvrons maintenant le document, donc nous n'avons pas reçu, donc nous n'avons pas pu en prendre connaissance. Et là, on nous demande de prendre position sur un document qu'on découvre maintenant. Donc c'est assez difficile de le faire en l'état, en toute connaissance de cause, en tout cas pas. Et en principe, ce type de décision aurait dû passer sauf erreur par la commission MAPA, qui existait si, mais qui vient d'être renouvelée. Donc là, il nous est difficile de prendre position sur cette base-là. Sachant qu'on a reçu, pour ce qui nous concerne, une première version du rapport hier et la dernière version aujourd'hui. Voilà. Mais le risque est important de perdre des subventions, donc on vous propose quand même d'approuver cette passation et l'attribution du marché à Bell et Morand. Opposition, abstention, 3, pour, 7. Merci. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est l'approbation de l'avenant numéro 2 du marché de maîtrise d'œuvre de la capitainerie. Donc l'avenant numéro 1, je le rappelle, c'était la modification du programme et la production d'une nouvelle esquisse et d'un nouvel APS de l'opération, puisqu'on avait changé de manière sensible le projet. Et là, il s'agit d'arrêter l'estimation prévisionnelle définitive du projet, puisqu'on travaillait pour l'instant sur une estimation provisoire.
Donc ce qu'il faudra, là je m'adresse au service, c'est rappeler l'estimation provisoire et l'estimation définitive en phase APD dans la délibération. L'estimation qu'on avait approuvée, si vous vous rappelez, avant le lancement de la consultation. Voilà, donc ce qui conduit à passer le marché de maîtrise d'œuvre, qui était initialement de 109 750 € à 133 332 000 €, donc un avenant numéro 2 de 23 582 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions, des observations là-dessus? Juste une précision sur la justification de cette nouvelle augmentation. Elle recouvre quoi? En fait, c'est très classique dans les marchés de maîtrise d'œuvre. Les marchés sont passés sur une estimation prévisionnelle provisoire des travaux. Et en phase APD, on arrête le montant définitif de l'estimation prévisionnelle et on recale les honoraires du maître d'œuvre qui sont au pourcentage en fonction de cette estimation. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas les chiffres dans le dossier ni dans la résolution. On avait arrêté l'estimation définitive lors d'un précédent conseil au cours duquel vous nous avez autorisé en fait à lancer la consultation. Mais j'ai pas les chiffres sous les yeux. Donc, on peut partir du principe que le poste de l'architecte aujourd'hui va s'arrêter à 133 000 hors taxe. Il n'y aura pas de nouvel avenant d'ici à 6 mois pour X raisons. Voilà. Sauf si on considérait à l'issue de la consultation d'entreprise, si on dépassait l'estimation prévisionnelle, qu'il y avait lieu de revoir peut-être à la baisse les prestations et de revoir sensiblement le programme de l'opération, si jamais on était hors de proportion. Mais bon, le premier lot qu'on attribue nous montre qu'on est plutôt dans les purs aujourd'hui. En principe, non, il n'y aura pas de nouvel avenant, sauf surprise liée à une augmentation de construction ou tout événement extérieur à l'opération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant à l'ordre du jour, donc c'est le vote de tarif de location de la salle d'exposition de la ferme d'Antioche pour un usage commercial. Donc je vais passer la parole à Gunilla qui va nous présenter cette résolution. Oui, donc vu la délibération 2021-040 en date du 28 octobre 2021, fixant les tarifs de location de salles communales applicables au 1er janvier 2022, considérant que les travaux d'isolation, d'accessibilité et de sécurité réalisés dans la salle de la ferme d'Antioche permettent d'optimiser son utilisation, et dans l'optique de développer les animations et l'offre culturelle, il est proposé au conseil municipal de fixer un tarif pour usage commercial. Donc je parle par exemple de location à un SARL, un SA ou une agence d'artistes. Étant précisé que ce tarif ne s'appliquera pas aux artistes indépendantes, dilettantes, donc amateurs, ou aux associations locales. Le conseil municipal, donc, je vous propose de fixer les tarifs de location de la salle d'exposition de la ferme d'Antioche pour un usage commercial à 100 € par jour ou par soirée. En comparaison donc avec ce qu'on avait voté, on avait déjà voté une augmentation qui passait de 100 à 150 € par semaine. Et là, je vous propose d'appliquer un tarif complètement différent pour une société commerciale. Voilà. Donc c'est le statut du loueur qui fixe le cadre de cette résolution. Si le loueur est une société à vocation commerciale et non pas une association ou un artiste indépendant, le tarif sera majoré selon le barème qui est présenté ce soir. Une question par rapport à la notion d'usage commercial. Si vous louez à une SA, une SARL, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'elle va vendre, cette société? C'est une société commerciale qui est à but, on va dire, lucratif, hein, contrairement à une association ou un artiste indépendant, on va dire. Bon. Dans le cas présent, qui est un cas très concret, nous avons une agence un agent qui représente des artistes
et qui souhaite organiser un festival d'art singulier ici. Ça, c'est un SARL, et donc elle ne travaille absolument pas sur le même tarif qu'un artiste indépendant. Et donc j'ai négocié ce tarif et ça ne posait aucun problème. 100 € par jour, ça ne pose aucun problème. Non, mais la question, c'est pas le tarif lui-même. Je pense qu'il est tout à fait adapté. Voilà. Mais la question, c'est de savoir si, par exemple, un jour, la salle de la ferme sera louée pour vendre des chaussures, par exemple. C'est aussi un usage commercial. Ou alors, est-ce que vous êtes limité dans le cadre, la sphère artistique, sans déborder? Ça, c'est pas précisé. Donc, je pense qu'il faut quand même le préciser. C'est précisé dans l'optique de développer les animations et l'offre culturelle. Oui. C'est précisé. Ça reste comme ça. Oui, absolument. Et si un jour il faudra voter pour une vente des chaussures, comme tu dis, je pense qu'on reviendra au conseil municipal pour prendre une décision. Enfin, ouais, je suis entièrement d'accord. Voilà. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Non, on va passer au vote. Des oppositions, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est la création du poste de garde-port saisonnier selon les modalités antérieures. Donc je précise que cette année, nous envisageons le recrutement d'un seul agent saisonnier dans l'objectif d'une plus grande maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Donc il n'y aura pas d'autres postes saisonniers sur l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Michel, est-ce que tu souhaites intervenir? Non, d'accord. Quelqu'un veut intervenir? Juste une précision par rapport à ça. Donc en fait, le poste de saisonnier, c'est celui de garde-port, d'après ce qu'on a pu voir dans le projet de délibération. Mais si c'est le seul, quid d'un poste saisonnier en termes de sécurité, puisque chaque année, le problème revient de manière récurrente et chaque année, on a des débats pour savoir quoi faire par rapport aux incivilités, par rapport au stationnement, etc. etc. Donc on a M. Aldo Otmani qui a été assermenté et qui assurera les fonctions d'ASVP cette année. Et en cas d'événements ou de manifestations exceptionnelles, on ne s'interdit pas de faire appel à une entreprise de sécurité privée. Voilà, mais on voit un SVP qui est M. Otmani. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, on passe au vote. Des oppositions, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Résolution, délibération suivante. Donc c'est l'avis du conseil municipal suite à l'arrêt du projet de règlement local de publicité intercommunale de Thonon Agglomération. Donc je passe la parole à Marie-Pierre qui nous représente au sein de l'agglomération sur ce sujet. C'est un sujet, donc le règlement local de la publicité. Voilà. Vous avez, je pense que vous l'avez suivi à la mairie de Lernier comme les autres communes de l'agglomération. C'est un dossier qui s'est déroulé sur plusieurs mois à l'étude, lourd pour certaines communes, un peu moins pour nous parce que nos enjeux sont très limités. Et il y a quelques mesures qui peuvent nous concerner. Vous les avez vues en commission d'urbanisme, donc je ne voudrais pas m'étendre spécialement sur le sujet. Il y a, alors, parmi les mesurettes, ce qui concerne nous en tous les cas, on n'a pas de panneaux 4x3, on n'a pas de façade équipée de panneaux, de choses comme ça, qui était vraiment la première lutte que devait traduire ce document. Ce document sera intégré dans le PLUI, d'ailleurs, qui va, comme vous le savez, s'étendre, se transformer et se rénover. Et il y a la mesurette du panneau sur le trottoir, des choses comme ça. C'est vrai que les enseignes dans le village seront peut-être plus contraintes, ou en tout cas nous aurons plus de facilité à les organiser et faire en sorte qu'elles soient conformes à notre village.
Voilà à peu près. Moi, je ne pense pas qu'il faille aller trop plus loin. Le dossier est à votre disposition. Vous l'avez vu en commission d'urbanisme à la commune de Nernier. Je pense que c'est bien suffisant. Ce n'est pas un dossier majeur pour notre commune, même s'il est important pour l'ensemble de l'agglomération de Thonon. Il sera soumis à enquête publique, hein, je crois. Normalement, oui. On pourra prendre connaissance. Absolument. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Le point suivant, qui concerne également Thonon Agglomération, c'est le débat sur le rapport d'observation définitive et les réponses apportées par Thonon Agglo, rapport de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion de l'agglomération au cours des exercices 2017 et suivants. Marie-Pierre. Oui, alors, Chambre régionale des comptes, comme vous le savez, c'est une émanation de la Cour des comptes. La Cour des comptes contrôle l'État, la Chambre régionale des comptes contrôle les collectivités. Elle a décidé de contrôler Thonon Agglomération à partir du moment où elle a été créée, c'est-à-dire sur les exercices 2017 à 2020. Et ça a donné donc le rapport qui a été connu en 2021 avec des allers-retours, c'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes donne un rapport brut aux élus, au président de Thonon Agglomération, l'actuel et l'ancien, puisque c'est surtout l'ancien qui était en cause dans ce contrôle. Et donc, ensemble, ils ont travaillé, et ensemble, ils ont apporté les réponses. Donc, il y a un jeu qui se fait en aller-retour, c'est-à-dire la Chambre régionale des comptes donne ses observations, le président donne ses propres réponses, ses observations également. Il y a un jeu d'aller-retour et ensuite ça donne le rapport. Voilà. Et le rapport d'observation. C'est un contrôle positif, c'est-à-dire que ça n'est pas fait sauf détournement, évidemment, et à ce moment-là, c'est autre chose comme contrôle, mais c'est un contrôle fait pour améliorer les comptes publics. C'est pas fait pour traduire en justice des comptes qui ne sont pas détournés et qui sont parfaitement conformes à la loi. Donc ça, je crois qu'il faut bien l'avoir dans l'esprit. Alors, ce qui sera reproché à la communauté d'agglomération dans ce sens-là, on va le dire, c'est surtout des péchés de jeunesse et des sous-effectifs. Alors, je prendrai le service des marchés. Alors là, c'est flagrant. Les marchés, au départ de Thonon Agglo, il y avait un agent pour tous les marchés de 25 communes, dont une commune centre de 39 000 habitants, il faut quand même le savoir. C'était pratiquement mission impossible et pourtant il fallait avancer. Il y avait notamment des gros dossiers comme la base des Clerges, la base nautique de Sciez. C'était des énormes marchés à lancer, qui ont été lancés, parce qu'on ne devait surtout pas les arrêter puisqu'ils étaient déjà en cours. Il fallait continuer dans ce qui avait été préparé. Et puis donc, les procédures, comme ils le disent, n'ont pas été spécialement, non pas respectées, mais disons qu'elles n'ont pas permis de suivre les meilleurs marchés possibles, on va dire, sans qu'il y ait perte sèche de millions. C'est pas du tout le principe, c'est de dire qu'on peut améliorer les procédures et la manière de faire. Ça, voilà, ça, je crois que le marché, c'est clair. Sur les agents, il y a eu quelques petits problèmes de flottement, c'est clair. Là aussi, c'est visible et c'est lisible. C'est-à-dire qu'il y a quelques agents, on va dire un comme ça, qui ont un peu profité du système, profité entre guillemets, c'est-à-dire que toutes les autorisations d'absence, tout ça, ça n'a pas été très clairement bien identifié. Et résultat, une gestion du travail automatisée va se mettre en place au mois de mars. Autant dire une pointeuse moderne, évidemment, c'est plus la même. Voilà, donc ça, c'est très clair. Puisque ça ne marche pas d'un côté, on prend les moyens de l'autre et on y va. Donc chaque fois, Thonon Agglomération doit donner aussi les solutions qu'elle préconise dans les meilleurs délais, puisqu'on a 6 mois pour dire « Ok, on va s'améliorer ». Donc on le fait. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors, en matière de gouvernance, on ne va pas refaire le passé comme on a dit tout à l'heure, mais vous savez que cette agglomération a accouché dans la douleur, c'est-à-dire que nous,
nous étions communauté de communes du Bas-Chablais, on était très heureux, ça marchait très bien, on investissait, ça marchait bien. Ensuite, on nous a collé donc les collines du Léman, des amis, très bien, des petites communes un peu comme nous, parfait, on s'entendait bien. Et puis est arrivé évidemment Thonon, qui, comme vous le savez, était la seule commune de plus de 30 000 habitants qui n'était pas inscrite dans une intercommunalité. Donc celle-ci est arrivée évidemment en reculant, mais on a fait ce qu'on a pu. Et il y a eu quelques défauts de participation de la ville-centre sur des stratégies ou des procédures qui auraient dû être mises en place, notamment le pacte financier et fiscal. Voilà. Et puis, il y a par ailleurs aussi un défaut de mutualisation. La mutualisation, elle a été lancée, elle était difficile à faire aboutir, et là, on voit que c'est toujours difficile à mener à bien, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'une commune comme Nerny apporte en mutualisation? On peut avoir une demande, mais on ne peut pas apporter de l'efficacité. On ne fait pas du goudronnage toute la journée, il y en a qui font du goudronnage tous les jours, toutes les semaines, des marchés, etc. Je vous donne un exemple simple. Donc là aussi, il y a des petits déséquilibres qui sont créés. Néanmoins, il faut quand même savoir que c'est la loi. Alors la loi, on l'a appliquée. Il n'y a eu aucun détournement de procédure attenant à l'eau, je vous assure. Quelque part, on a fait avec les moyens qu'on avait. Et donc voilà, donc je ne vous lirai peut-être pas les 6 recommandations parce que c'est un peu lent. Il faut qu'on fasse notre schéma, il faut qu'on fasse un inventaire intercommunal, c'est évident et il se fait actuellement, bien entendu. Il faut se conformer à l'instruction budgétaire, ben oui, il y a eu des erreurs sur des rattachements, vous savez, les restes à réaliser, les rattachements, etc. Tout ça, c'est de la comptabilité basique. Il n'y a pas eu de directeur financier à Thonon-Agglo pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire que la première année, il y a eu un directeur financier qui est parti ou qui était malade, peu importe, mais il n'a jamais pu être remplacé parce qu'on ne trouvait personne. Voilà. Donc cette Thonon-Agglo, c'est vraiment la victime de ces problèmes de recrutement qu'on rencontre sur notre territoire. Voilà, les subventions etc. On répond à tout. Voilà, et je pense que la Chambre régionale des comptes reviendra dans 6 mois et les choses seront parfaitement en ordre, comme elles l'ont d'ailleurs été. C'est rien. Il y a eu des choses beaucoup plus graves si vous cherchez dans les rapports des Chambres régionales des comptes. On ne va pas dire qu'on est exempt de tout, parce qu'elle n'est pas là non plus pour dire que c'est merveilleux, mais on ne peut pas dire qu'il y a des choses gravissimes. Voilà. En clair. Merci Marie-Pierre. Donc le rapport est consultable sur le site web de la CRC. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce sujet? Juste une question par rapport à ces recommandations, notamment qui sont intéressantes, parce qu'on voit quand même, donc sur les 6 recommandations, il y en a une qui parle, comme tu le disais très justement, sur la mutualisation, donc adopter notamment un schéma de mutualisation. C'est clair que nous n'allons pas apporter notre savoir-faire à Thonon-Agglo, mais on imagine que Thonon-Agglo peut nous amener aussi son savoir-faire pour le bienfait de la commune. Il y avait des commentaires sur la gestion budgétaire qui m'ont quand même frappé, puisqu'on dit se conformer aux dispositions d'instruction budgétaire et comptable afin de disposer d'une comptabilité d'engagement permettant le suivi de la consommation des crédits budgétaires, ne rattacher que les charges et les produits ayant donné lieu à un service fait. Donc ça, je trouve qu'en termes de gestion budgétaire, ça se passe de commentaires. Inscrire en reste à réaliser les dépenses de fonctionnement engagées pour lesquelles il n'y a pas eu service fait au 31 décembre. Donc avec cette recommandation-là, on sent qu'au niveau budgétaire, il y a beaucoup à refaire pour se professionnaliser, on va le dire. Et où il y avait aussi un problème au niveau de la gestion RH, puisqu'il y avait un problème de gestion des heures supplémentaires, des astreintes, etc. Bref, c'est quand même des doléances qui sont assez conséquentes sur le fond. Quelles sont votre réaction à Christian Breza et Marie-Pierre Berthier face à ces constats et à ces recours? Ce sont des recommandations qui sont assez classiques dans des services publics. Moi-même ayant eu affaire sur
plusieurs postes lorsque j'étais dans la fonction publique, plusieurs inspections de la CRC. La question d'une comptabilité d'engagement, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente parce que c'est lourd à mettre en place et les outils informatiques ne sont pas toujours très adaptés. Pour reprendre ce que disait Marie-Pierre, Thonon Agglomération, c'est une jeune agglomération. Donc il y a des choses qui restent effectivement à mettre en place. Et quand on lit le rapport, franchement, il n'y a rien de très alarmant. On ne peut pas dire qu'on a spolié une collectivité ou une autre. Il n'y a pas lieu de voir ce genre de choses. Et comme je vous l'ai dit, la gestion automatisée du temps de travail est lancée. Et elle s'appliquera au mois de mars. Voilà. Donc, puisqu'on n'arrive pas à contrôler les choses directement et qu'il manque toujours du monde, il faut le savoir. En plus, avec la Covid, bon, c'était pas à l'époque, hein, on est d'accord, mais il faut imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des défauts qui ont grandi avec évidemment la Covid. Donc, ça, c'est fait, ça sera organisé, et les agents maintenant, heures supplémentaires, etc., tout ça sera clean. Voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de dynamisme enthousiaste au départ et qu'il y a des agents qui étaient là et qui en faisaient beaucoup. Voilà, malheureusement. Et parce qu'il manquait, il y avait des trous un peu partout dans l'organigramme. Et au jour d'aujourd'hui, il manque toujours 80 agents. C'est énorme. Voilà. Donc, c'est difficile. Bien. Pas d'autres interventions? Donc il s'agit d'une prise d'acte. On va quand même voter. Je vous demande au moins si vous estimez d'avoir tous les éléments d'appréciation pour cette prise d'acte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Avez-vous des questions diverses? Guni, là, t'as envie de parler? Oui. C'est pas vraiment une question. Je voudrais simplement attirer l'attention du Conseil sur le fait que le 12 mars, nous allons finalement pouvoir organiser donc, les nuits de la lecture couplées de 10 mois 10 mots. C'est ces deux événements qui émanent du ministère de la Culture, qui va nous soutenir avec des affiches, des petits gadgets, etc. Et donc on va coupler ces deux événements le samedi 12 mars à partir de 18h30 avec un conteur, écrivain, poète professionnel qui va être accompagné de musique. C'est un événement que nous organisons donc intergénérationnel, comme on dit, donc adultes, enfants et grands-parents bien sûr, et ça sera accompagné aussi d'un chasse au trésor. Nous avons beaucoup de très généreux donateurs qui nous soutiennent et je pense que ça sera un événement très bien. Donc je voudrais vous le dire déjà maintenant parce que commençons à en parler autour de vous. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Juste à préciser le lieu. Micro. Ferme d'Antioche, pardon. Ferme d'Antioche. Pardon. Dernier ferme d'Antioche. Marie-Pierre. Juste deux mots sur deux sujets qui ont été pris en charge par les intercos, que ce soit Thonon Agglo ou le SIAC. Vous avez lu dans la presse la fermeture, le transfert de la blanchisserie de l'hôpital de Thonon à Annecy. C'est une blanchisserie qui dessert l'hôpital de Thonon et la PEI, c'est-à-dire l'association des parents d'enfants handicapés, où travaillent des adultes handicapés. Donc l'enjeu, il est terrible, c'est-à-dire qu'on délocalise cette blanchisserie et au lieu d'être dans le développement durable, on met des camions sur la route. C'est assez grave comme sujet, malheureusement on en parle depuis plusieurs mois, mais nous n'avons pas eu gain de cause. La RS a signé le transfert purement et simplement, tout en laissant une blanchisserie relais sur un tenement de 3000 m². Cette blanchisserie relais aura 200 m², occupera 200 m² des 3000 m², et alors qu'une entreprise qui est à côté en aurait eu besoin pour s'agrandir. Voilà. Donc tout ça mélangé fait que c'est un dossier dramatique pour cette Avrangie, hein, pour notre territoire. Donc on est tous vent debout. Il y a une manifestation samedi matin à 10h à Thonon, place des Arts, pour justement dénoncer cette situation. Deuxième situation où l'ARS encore des siennes, c'est le transfert s'inédié de la psychiatrie de Thonon à La Roche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun lit psychiatrique à l'hôpital de Thonon depuis hier. Ils ont fermé, s'inédié l'unité
là au prétexte qu'il n'y a plus de soignants, il n'y a pas suffisamment de soignants. Voilà. Les élus, on a découvert, les élus, en tout cas membres de la commission de surveillance de l'hôpital, n'ont même pas été informés des échéances rapides. Voilà, nous avons pris des vœux au SIAC et à Thonon-à-Glos. Par rapport à ce genre de mesures qui portent vraiment directement atteinte, je veux dire, à la population locale, est-ce qu'il y a possibilité de réagir officiellement auprès des instances, des supra-instances, parce que là, c'est un petit peu simple de prendre acte, alors qu'on sait le désert médical dans lequel on vit aujourd'hui, on ne fait qu'aggraver la situation. Donc, est-ce que les élus ont des moyens de réagir ou de sensibiliser les autorités à cette situation? Alors, bien sûr, ça, c'est en train de remonter au ministère de la Santé. Hein. Le ministre a été saisi par Thonon-à-Glos, etc. Le préfet qui saisit le ministre, ça, on va jusqu'au bout, hein, bien entendu. Mais vous savez, c'est des dossiers qui ne sont pas très simples. Hein. Le coût de la blanchisserie, ça va coûter 600 000 € au budget de l'hôpital, puisqu'il va devoir doubler ou tripler son linge. Ça, je parle un peu de détails, mais enfin, c'est comme ça, parce que pendant que le linge est à Annecy, il ne l'a pas sur place, c'est évident. Et puis surtout, la blanchisserie de l'hôpital d'Annecy a été surdimensionnée à l'époque. Et du coup, voilà, il faut l'occuper, etc., etc. Donc tout ça mis ensemble, hein, ce ne sont pas des débats, c'est des débats qui gênent aux entournures, on peut le dire comme ça. Alors, je dis pas mais c'est vrai. Voilà, ça a été dit, en tout cas très clairement hier soir, au SIAC, ça a été dit à Thonon-à-Glos, commission bureau élargi. Ce sont des débats difficiles pour nous parce qu'une fois de plus, on prend une grande claque dans la tronche, hein, à la fois sur le plan de l'emploi par rapport à la blanchisserie, sur le plan des aides aux adultes handicapés qui n'auront plus ce travail-là, quand même, il faut savoir. Et puis, par rapport à la psychiatrie, ben, on continue sur le désert médical et en avant, et nous, l'ARS signe comme ça. Donc, une fois de plus, l'ARS, qu'elle soit ici ou ailleurs, un rôle qui n'est pas celui, en tout cas, de l'aménagement du territoire. Bien, une autre intervention? Moi, j'aimerais revenir quand même sur la composition du CCAS, juste pour vous rappeler que d'après le choix que vous avez fait, où aucun représentant de l'opposition n'est là, vous contredisez juste avec la règle que vous avez prononcée pour la composition des commissions communales. Donc, juste à savoir que si on pratique la règle des 70%, il devrait de facto y avoir au moins un membre de l'opposition dans cette commission-là. Le CCAS, c'est pas tout à fait une commission communale, c'est à part. La règle qu'on a proposée pour les commissions ne vaut pas pour le CCAS. Enfin, j'ai demandé si un des membres de la majorité souhaitait laisser sa place, personne ne l'a voulu. Donc, voilà, je ne souhaite pas imposer la démission d'office d'un membre de la majorité au profit d'un membre de l'opposition qui s'empare de tout sujet pour nous critiquer par ailleurs. Voilà, clairement. Mais je renouvelle, rejoignez-nous. Donc, à nouveau là, ça veut dire que vous nous considérez comme un facteur de risque et non pas comme des élus à part entière qui sont prêts à travailler sur les dossiers de la commune. Vous êtes en train de stigmatiser là. Hein. Non, je ne stigmatise pas. Je retiens simplement la campagne calomnieuse que vous avez faite encore dernièrement. Et voilà, c'est tout. Donc, je n'imposerai pas la démission à votre profit d'un candidat de la majorité au sein du CCAS. C'est tout. Jérôme. Oui, je remarque simplement que vous revendiquez d'être présent partout. Et il y a au moins 2 commissions où vous avez refusé de participer. Donc pour moi, c'est un refus de travailler. Ça n'est pas un refus de travailler, c'est juste une hiérarchisation en fait des engagements. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Non, on
considère que le conseil municipal est clos. Et je vous remercie pour votre participation. Merci et bonne soirée.